un bon CEO, c'est aussi quelqu'un qui sait justement prendre du recul. Extra Student, je l'ai monté quand j'avais 17 ans, j'étais lycéen, je vois qu'il y a un problème de décrochage scolaire. T'as fait des thunes tôt dans ta vie? Ouais. Je comprenais pas pourquoi on voulait vraiment me pousser vers le modèle étudiant, alors que ma passion c'était de travailler. J'ai quitté parce que j'avais à côté de moi quelque chose qui me rongeait de l'intérieur. Je rêvais de ça jour et nuit. on te prouve pas que c'est pas possible, alors tu essaieras. Ouais, c'est plus amusant. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Nouvel invité, nouvel épisode, toujours de l'enthousiasme. Comment ça va, cher Jules? Yes, Yacine, écoute, je viens plein d'enthousiasme. Allez, ça c'est le retour de mon enthousiasme. Et toi, ça va? Mais de ouais. Ouf, ça va de ouf, très content d'être là. Non, en vrai, je vais pas mentir, aujourd'hui je suis fatigué. Mais ça me fait plaisir que ce soit toi. Il y a des jours où on est fatigué, faut l'assumer. Bon, je suis très content de te recevoir. Non pas que tu sois merci jeune. de me recevoir déjà. Je m'en fous que tu sois jeune. Non, je rigole. Et merci d'être venu. Tu sers les étudiants et j'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que c'est toi que tu as voulu servir il y a quelques années? Je pense d'une certaine sorte, oui, mais la raison sera moins louable que la raison pour laquelle j'ai créé le projet. Mais j'étais pas un élève déjà très scolaire, donc potentiellement que j'ai créé le projet pour les élèves, tu vois, cette partie d'élèves un peu assis en fond de classe, qui sont pas dérangeants pour le cours, en revanche, qui sont pas des grands, qui sont pas grands valorisés scolaires. Non, c'est sûr que non, dans l'école classique, mais surtout qui sont pas très scolaires et donc souvent qu'on marginalise. Donc j'ai plutôt voulu monter ce projet, je pense, si je parle de mon prisme, pour ce Jules, qui lui ne prenait pas en note ses cours, qui les écoutait, qui tentait de comprendre, qui échangeait avec ses camarades de temps à autre pour soit avoir des réponses, soit évidemment ce Jules, il se sentait smart quand même. Même je sais pas si je me sentais smart. Je me sentais concerné en tout cas par les cours. Il y avait les cours que j'aimais, les cours que je détestais. Okay. Et je détestais aller en cours. Ça c'est sûr que j'aimais pas. Mais peut-être que j'ai créé ce projet pour ce Jules-là, qui à la fin de chaque cours allait demander à la fille qui notait bien ses cours, parce qu'il y a vouloir noter ses cours, le volontarisme, et savoir qu'on les note mal. Donc que quelque part, il vaut mieux qu'on écoute et qu'on prenne la note d'une étudiante ou d'une camarade qui écrit mieux que soi et qui accepte. Et ces gens-là n'acceptaient jamais. Et donc, j'étais catégorisé comme le petit con qui venait à la fin de chaque cours demander une fiche, demander une prise de note, une question sur un passage que je n'avais pas compris. Et évidemment, tout le monde me refusait de me partager ce qu'ils avaient pu prendre en note ou ce qu'ils avaient pu comprendre. Ouais. Et donc, je me suis dit, en fait, pour tous les Jules, il faut créer un site de partage de fiches et de partage de conseils à l'échelle nationale, parce qu'à l'échelle nationale, on n'est pas concurrent de son voisin, on est concurrent de personne, en fait. Les programmes sont les mêmes, qu'on soit de Marseille, de Bordeaux, de Nantes ou de Paris. On a tous envie de réussir notre année. Et donc, si on ne sait pas à qui on a filé notre fiche, ou à qui on a filé le conseil, parce que quelque part, ça ne rentre pas en concurrence directe avec nous, alors c'est pas dérangeant. Donc voilà la raison pour laquelle je pense, si je devais trouver une raison personnelle, j'ai plus créé ce projet-là pour ce jeu-là que pour autre chose. Et après, surtout, pour quelque chose qui ne m'est pas personnel, c'est qu'à ce moment-là, tu as accroissement du décrochage scolaire, accroissement des inégalités, donc drame en fait éducatif en 2020, et c'est surtout ça qui me fait prendre l'initiative de monter ce premier site web, qui me fait sauter un peu le pas. C'est je peux pas laisser 8-10%, il y avait 8 à 10% des élèves à l'époque qui décrochaient. Tu te sentais responsable? En vrai ouais parce Pourquoi? que tu te reconnaissais en eux? Non, pas du tout.
Parce que pour le coup, moi, j'avais du suivi. Mes profs, étaient là tous les jours en cours. J'avais de la chance, justement. Tu vois, à la fin de chaque cours, que t'aies pris ou non en note le cours, on t'envoyait une prise de notes que le prof avait fait lui-même. Mais je me suis dit, si moi, je suis aussi privilégié d'avoir justement un accès à un suivi aussi efficace en cours à distance, alors les pauvres, ceux qui, eux, n'ont pas accès à ça, les pauvres, quoi, finalement, d'être victimes d'un système qui juste les a oubliés. Et ça avait eu dans des très bonnes écoles, comme dans les écoles moyennes, comme dans les mauvaises écoles. Moi, j'étais, je pense, dans une bonne école quand même. C'était quoi l'école ? Donc, une école Sainte-Croix, qui s'appelle Sainte-Croix. Ok. Ouais. À Paris, un gros quartier Neuilly-sur-Seine. Okay. Donc, j'étais plutôt dans... Je veux dire, ça me parle de nom, mais ok, c'est privé catho ? Ouais. C'est du hors contrat ou c'est privé catho ? C'est du privé catho sous contrat. Ok. Donc, on est vraiment sur donc, quand tu viens pas complètement valide. Ouais, c'est ça, exactement. T'arrives dans un vrai écosystème assez marrant. Mais donc, évidemment que les élèves comme nous, on avait un super suivi. Mais je me suis dit, c'est ouf que typiquement, un mec, parce qu'il habite dans une ville différente de la mienne, parce qu'il n'a pas le même prof, parce qu'il n'est pas dans la même école, parce qu'il n'étudie pas pour le même blason, qu'en fait, il soit condamné à partir de mars, parce que mars, confinement, jusqu'à juin, à partir de mars, sur une année aussi charnière que l'année de terminale, à ne plus pouvoir réviser, et donc à devoir se rattraper sur des sites de cours payants, parce qu'à l'époque, du coup, tous les sites de e-learning se mettent avec des formats payants, parce qu'il y avait une demande énorme. Et donc, j'ai créé ce premier site à ce moment-là, en 2020, pour répondre à ces deux drames-là, un drame personnel et un drame collectif. Trop cool d'introduire, on n'a même pas mentionné, je vais le faire pour toi, mais c'est Jules de chez Extra Student. Si peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, on en parlait en off là avant, mais un peu t'es passé quand même à la télé, t'es médiatisé et c'est drôle. Je t'ai dit un truc du genre, peut-être qu'il y en a qui te reçoivent parce que t'es jeune en fait à ce moment-là. On va pas du tout parler de ça, moi je parle à l'entrepreneur. J'ai une première question à te poser, donc tu pourras nous pitcher juste après Extra Student que les gens comprennent. Avec plaisir. T'es CEO, on est d'accord ? Et évidemment. Ouais. C'est quoi le fait d'être dans la tête d'un CEO ? Ça représente quoi le mot CEO pour toi ? C'est quoi ton job ? CEO, c'est un statut déjà. C'est Chief Emmerde Officer ou pas ? Ah, j'aime bien. Bien. Tu as eu le travail celui-là. C'est de l'impro. Non, non, c'est un statut, voilà, mais c'est un titre, tu sais, quand tu as des emmerdes à gérer, quand tu as des gros sujets, le titre, tu t'en fous un peu. Hein. Moi, je pourrais avoir n'importe quel autre titre que ça m'irait très bien. Ce que je sais, c'est que ça permet d'être au four et au moulin à tous les niveaux de la boîte, et donc moi c'est ce qui m'intéresse. C'est après c'est ma boîte, donc quelque part c'est moi qui construis le pôle marketing, c'est moi qui construis le pôle com, donc j'y suis depuis toujours. Mais c'est quoi le CEO ? C'est c'est l'architecte, c'est le maçon, c'est tout ça à la fois. Ouais, oui, mais je pense que un bon CEO, c'est aussi quelqu'un qui sait justement prendre du recul sur tu vois ce côté couteau suisse, c'est-à-dire je pense que ça nuit beaucoup à certains, c'est de vouloir rester dans un contrôle de tout ce qui se passe dans la boîte. C'est-à-dire de vouloir rester le patron du marketing, de vouloir rester le patron de la com, de vouloir rester le patron du produit, de vouloir rester le patron des ventes. T'as vu une limite, toi, dans tes débuts, sur un truc en particulier ? Pas moi, parce que moi, je pense que déjà, on n'est pas assez nombreux, deux, c'est pas encore assez structuré. On est une dizaine, donc c'est pas... mais en tout cas, alors oui, je l'ai déjà vu. J'ai déjà certains mecs de ma team. Alors mec, nana, hein, je dis mec, mais évidemment, nana, évidemment. Attention, 2025. Attention, on commence. Certains membres qui m'ont dit voilà, évite de décider pour moi. Et en fait, quelque part, non. Si je veux décider pour la boîte. J'ai le droit de le faire. Et en revanche, je pense qu'il y a un gap entre vouloir avoir le dernier mot, si on considère que la piste engagée n'est pas la bonne, et vouloir prendre en main une mission ou quelque chose qui ne nous est pas dû. Si on a mis des gens pour gérer ces choses-là, c'est qu'il faut les responsabiliser, c'est qu'il faut qu'ils se sentent importants, c'est qu'il faut qu'ils sentent qu'en fait leurs choix ont un impact ou une importance, et donc qu'ils se sentent eux aussi installés, aussi engagés, aussi impliqués dans la boîte que moi qui le suis intrinsèquement. Mais voilà, je pense que le CEO, c'est un rôle qui est transversal, on s'attaque à toutes les parties de la boîte, mais qu'il faut vite savoir s'en détacher pour se dire voilà, moi
quelles sont mes 2-3 tâches que j'ai envie de masteriser. Moi, personnellement, je suis le premier vendeur de ma boîte, donc je m'occupe des sales. C'est bon en vente, ok. Je suis le premier produit, je m'occupe du produit. Tous les matins, je vais sur mon app, sur mon site web, mon back-office, mon front, je regarde un petit peu tout ce qui se passe, les bugs, ce qu'il faut remonter, si on a eu assez d'activités le jour d'avant. Et en troisième plan, je suis aussi ce qui se fait sur les réseaux sociaux, parce que tu sais, on a un média. Dans le cadre de cette activité-là, on a racheté un média. Nous, on avait déjà investi sur les réseaux sociaux. On le connaît ou pas, ce média? Je sais pas si tu vas le connaître. C'est de niche. C'est un média quand même niche sur les lycéens et les étudiants. C'est quoi? Dans l'orientation scolaire. Ouais, ça s'appelle My Orientation. Et c'est une communauté qui a 250 000 abonnés. Donc pour nous, en fait, on devient leader en gros média. On devient leader sur les réseaux sociaux, sur l'orientation scolaire. Les 250 000, on est d'accord? Nous, on avait 4... Là, actuellement, on a 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Tellement intéressant de comprendre comment une boîte qui a 100 000 acquiert une autre qui en a 1,5 fois plus. Ouais, mais 2,5 Alors fois après, plus. moi, je suis pas un média. Et non, mais je sais. Ma communauté, c'est ma communauté sur mon app et ma plateforme au global. Et là, on est 300 000. Et c'est ça qui est généralement, les plateformes ont plus de valeur que les Donc médias. C'est une stratégie d'acquisition pour vous, le côté média? Exactement. Ouais. C'est une stratégie d'acquisition. C'est aussi pour moi une nouvelle verticale. C'est aussi pour moi une nouvelle plateforme pour proposer une offre qui est différente d'une offre plateforme, d'une offre comme celle qu'on peut proposer sur notre réseau social. Ce qui nous permet de construire, moi c'est vraiment mon ambition, c'est de construire un véritable écosystème dans l'accompagnement à l'éducation, et servir à l'orientation, et servir, tu vois. En gros, si tu me suis, j'ai envie que tu me suives sur les réseaux sociaux avec une marque qui va être ma orientation, que tu viennes sur mon app parce qu'en fait à un moment tu as besoin de parler à une école ou de parler à un lycéen qui a déjà vécu ce que tu as vécu ou à un étudiant, que demain je t'aurais trouvé une entreprise, que tu puisses la trouver également sur ma orientation ou sur une plateforme. Donc manger de la compète à Job Teaser. Potentiellement demain, mais en tout cas construire un véritable écosystème d'accompagnement du moment où le lycéen termine son lycée, donc là il n'y a pas de concurrent. Actuellement, enfin j'en ai très peu, en tout cas pas ceux que tu viens de citer, jusqu'à ce qu'ils sortent d'études. Donc premier job, quoi. Premier job, et donc là pour le coup je laisse cette partie-là à des welcome et à des job teasers. Moi je m'occupe d'avant, et puis je pense que j'ai assez de jobs pour m'occuper de cette partie-là. Vas-y, là c'est le moment parce que je crois que le podcast a trop commencé, on est trop dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Extra Student? Qu'est-ce qu'Extra Student? Extra Student, je l'ai monté quand j'avais 17 ans, donc j'étais lycéen, je vois qu'il y a un problème de décrochage scolaire. Je monte un premier site de partage de fiches de cours, ça marche. En quelques mois, on commence à avoir 5-10 000 inscrits. On se rend compte qu'en fait, il y a un projet beaucoup plus global à créer qui serait une app, un genre de réseau social de partage scolaire, d'entrée scolaire et d'orientation, avec une cible lycéenne et demain une cible d'étudiants. Ce qu'on fait, aujourd'hui, ça fait 3 ans que ça existe. On est un réseau social d'entrée scolaire et d'orientation. On est disponible sur les apps, donc Google Play, Store, là, évidemment, App Store et évidemment le web. En gros, t'es lycéen, t'as une question sur un examen, t'as une question sur un cours, tu veux avoir non pas la réponse d'un ordinateur ou d'un robot, mais la réponse d'un humain, parce que tu trouves que t'es plus en confiance, tu trouves que de savoir dans quelle école il étudie, de savoir par quel chemin il est passé, ça te rassure pour comprendre pourquoi il est légitime de te répondre. Et tu vas pouvoir avoir une réponse. Si tu as envie de te poser une question sur Sciences Po, alors ça pour le coup, un robot ne pourra jamais te la donner. Alors comment vous avez vécu vos 4 années à Sciences Po? Moi tu vas trouver les élèves qui vont te répondre sur Sciences Po, mais tu vas aussi trouver l'école elle-même qui va te répondre en te disant voilà ce qu'on est, voilà tout maintenant on existe. Donc c'est quoi, avoir différents sons de cloche aussi sur avoir différents sons de cloche et avoir vraiment une expérience complète avec le témoignage d'un étudiant, le témoignage d'un lycéen et surtout le témoignage d'une école. Pour que grâce à ça tu puisses être accompagné tout au long de ton processus éducatif et évidemment du coup d'orientation. Et donc ça fait 3 ans maintenant que le projet vit vraiment, que l'entreprise existe. On a un peu plus de 300 000 utilisateurs et comme je viens de le dire, des clients. On a un peu plus de 45 partenaires, donc ce sont des écoles, exclusivement des écoles. Donc on va avoir du Sciences Po, on va avoir des cas du Business School, on va avoir des groupes écoles d'ingé, écoles de commerce. On a des écoles d'ingé aussi, on a des écoles d'ingé, école de com beaucoup aussi. Donc on a école de commerce, école d'ingé, école de com, un peu d'école de design, communication, un peu de design, un peu de tout. Pas trop université du public parce que c'est trop dispersé comme. C'est un peu trop dispersé. Ce sont pour l'instant pas des organismes qui sont très forts en communication. D'accord. Je vais pas peur de dire, qui n'ont pas vraiment compris. Est-ce qu'ils ont les moyens après aussi quand tu compares le public à des écoles qui coûtent 15 000 balles l'année? Je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un sujet à refondre là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet à repenser?
quand aujourd'hui tu mets beaucoup d'argent dans tes infrastructures et dans tout ce que je sais pas vraiment le budget d'une fac à l'année, mais voilà, je pense qu'il faut quand même un peu investir en communication, ne serait-ce que faire confiance à quelques acteurs et ne pas complètement l'internaliser, parce que c'est important d'être présent, d'être référencé. Tu leur dis ça, leur discours c'est de leur dire soyez présents parce que moins vous communiquez, dans 3 ans on vous connaîtra plus, ou à l'inverse tu leur dis il faut servir vos étudiants. C'est quoi le discours? Déjà, il faut constamment être dans une dynamique de je vais là où mon futur client, parce que ce sont des clients, mais là où mon futur élève va. Ok. Faut aller communiquer là où l'élève va chercher son information. Il ne faut pas continuer à communiquer au même endroit. C'est un côté business, mais côté de opportunité business. Voilà, exactement. Okay. Et puis, autrement, il faut faire quelques pubs, faire des salons, évidemment, mais il faut surtout comprendre quel genre de relation l'élève et l'étudiant s'apprête à entretenir, quel genre de relation il souhaite entretenir avec son école. C'est pas une relation de prospect. Il veut pas être un prospect, l'élève ou l'étudiant. D'ailleurs, il s'en rend pas compte. C'est pour ça que c'est pas un business tradi, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est pas un business tradi. Alors qu'il paye. Alors qu'il paye très très cher. Il n'y a pas d'équivalent en business model. Hein. C'est une folie. Et puis t'es payé en avance. Hein, c'est c'est vrai. Ah ouais. Et tu stresses d'ailleurs de ne pas être pris, donc tu payes encore plus en avance que ce qu'il faudrait faire. Mais voilà, il faut vraiment amorcer une discussion intimiste, tu vois, avec ton futur élève. Et donc pour ça, il faut aller sur les plateformes dans lesquelles ces élèves-là vont pour s'informer. C'est pour ça que c'est bien de faire de l'ad, c'est pour ça que c'est bien de faire des pubs classiques, mais c'est bien et c'est mieux d'aller là où ils sont déjà, d'aller dans des endroits dans lesquels ils vont juste pour avoir de l'info sur les écoles et sur leur parcours éducatif. Soit, je prêche ma paroisse, mais des applis comme la mienne. Mais j'allais dire, ils vont pas sur TikTok pour apprendre des choses sur Sciences Po, les élèves, si? Ou ils pourraient, selon toi? Je pense pas, il y en a quelques-uns qui doivent le faire. Déjà, Sciences Po... Ils sont sur TikTok? Je pense qu'ils sont sur TikTok, ouais. En tout cas, je crois que les écoles le sont. Donc, ok, donc ils sont quand même... Il y a un chiffre de... Mais ce que j'explique, c'est que quand tu regardes les chiffres communautaires de certaines écoles sur ces réseaux-là, ils le font sont pour pas le faire. faramineux. Ouais, ok. En fait, il y a très peu d'étudiants, il y a très peu de lycéens qui sont sur ces applis-là pour aller chercher des écoles. Ok. En revanche, quand ils sont sur mon appli, ils sont là que pour ça, en gros. Donc voilà ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Je recadre cette conversation. Je tente, avec le peu de, d'autorité que j'ai sur cher Jules, je vais te poser cette question. À quel moment, quand tu regardes avant tes 17 ans, ça va, t'es encore jeune, mais vois vraiment... 22 ans là. Non, mais quand t'étais vraiment plus jeune, est-ce qu'il y a des traits de toi qui montrent que tu peux être, et je l'oppose, hein, mais c'est pas la même chose pour moi, être un fondateur, créer quelque chose, être un créateur, ou alors être un CEO, tu vois, quelqu'un qui va gérer le day-to-day et emmener des équipes. Est-ce que tu as des signaux de toi plus jeune qui te rappellent ça? Ou qui te disent « Ah putain, maman m'en a parlé la semaine dernière, allez, fais-nous la belle histoire, là. » En même temps, moi j'ai envie d'être honnête. Non. J'étais élève, je n'avais pas d'ambition. Non, j'avais beaucoup d'ambition, mais évidemment que t'avais beaucoup d'ambition. Ouais, beaucoup. Okay. J'avais ambition un peu biaisée, parce que quelque part mon ambition c'était de gagner de l'argent. Quand t'es jeune et que tu réalises que pour réaliser tes rêves il faut de l'argent, pour t'acheter une paire de chaussures que t'as vu dans la rue, que qu'un de tes camarades qu'il faut avoir de l'argent, c'était mon motif, quoi. Je me suis dit voilà, il faut que je trouve un métier qui me permet de gagner de l'argent. T'as fait des thunes tôt peut-être dans ta vie? Ouais, tu vas dire, raconte ça peut-être. Je vais te raconter, mais juste avant, moi j'étais pas du tout un leader enfant, donc j'avais pas du tout un tempérament de CEO. J'étais un gros curieux, c'est-à-dire que ma vie c'était de m'intéresser aux gens, mais vraiment, hein, je posais des questions à mon prof, t'aurais dû être à ma place d'études. En fait. Ouais, mais j'aurais pu, peut-être que je le serais demain, enfin voilà, on ne sait pas de quoi demain, mais j'étais tout sauf un leader, j'étais pas capitaine de mon équipe de rugby, très loin de là, j'aurais eu du mal à emmener des bonhommes à l'époque. Peut-être parce que je n'étais pas le meilleur dans mon équipe, donc ça m'aurait gêné aussi de donner des ordres alors que je n'étais pas le meilleur. Alors, c'est vrai que j'ai été délégué quelques fois et que j'aimais bien emmener la classe à partir du lycée. À partir du lycée, je commence à m'affirmer et à vouloir emmener des gens dans un projet. C'est quoi, tu prends conscience de ta valeur à ce moment-là et tu te dis en fait, je suis capable? Non, tu prends conscience qu'en fait, il y a
très peu de prétendants à ça. En fait, il y a très peu de gens Donc qui... oser, c'est déjà quelque Ouais, chose. en fait, quand Ok. tu te dis ah, j'adorerais être délégué, mais quoi? Mais il y a des gens qui veulent l'être? Bah en fait non. Il y a 3 personnes qui veulent l'être et les 3 elles le font parce que personne ne le fait. Donc en fait, si toi tu viens avec un projet et que tu délivres un petit discours un peu sympathique, tu vas être pris pour sûr. Donc après ce premier pas où tu te dis ok, bah je vais tenter. Ah, t'es Est-ce élu, qu'on marrant. on se met des barrières là où il y a pas, enfin, il y a pas lieu d'être. On dit que c'est dur avant même d'essayer, c'est ça que tu veux dire un peu? Et toi, au bout d'un moment, tu t'es rendu compte Ah que oui, les gens évidemment, ne évidemment. tentent même Bah, ça pas c'est en fait. l'histoire de vie de tout, enfin de tous les humains à peu près. Les humains ou la Normaux quand ils se France dans construisent. notre culture? France, t'as raison. France Ok. complet de tous les Français, c'est qu'on se dit que c'est dur avant d'essayer. Ok. Donc Et évidemment, du coup, moi j'étais au collège, on j'étais se au lycée, donc décourage. un truc tout con, mais pour devenir délégué, je me suis dit ça. Pour monter mon premier projet, je me suis dit que c'était hyper dur. Ah ouais, d'accord, ok, ça fait 3 jours que je suis dessus, et en fait, c'est pas dur du tout, tu vois. Dès que tu essaies de faire des petits trucs, en fait, tu réalises que c'est pas compliqué. Et après, c'est devenu dur. Mais tu l'avais Et pas quand tu vu deviens venir. CEO, ça devient dur. En fait, quand tu es le fondateur d'une boîte, c'est easy money, les 3 premiers mois, ça roule tout seul. Il y a 3 moments un peu relous, c'est structuré juridiquement, voilà, machin. Mais après, ça roule tout seul. Et dès que tu dois emmener du monde et redresser un peu la barre, là, ça devient dur, c'est vrai. C'est vrai, Ok, c'est vrai, c'est vrai. hyper intéressant. Allez, mini parenthèse. Attends, non, et t'as pas fini, excuse-moi. Vas-y, raconte. Et du coup, peut-être plus jeune, par contre, t'as fait des thunes à des moments, c'est ça? Ouais, je sais pas si c'est méga bien De dire ça. Non, pas de dire ça, mais en fait, moi, je suis arrivé à un moment où Santé publique nous expliquait que les cigarettes, voilà, c'est Santé pas bon publique, pour la t'as santé. dit? Ok. Non, mais santé publique dans le sens où Oui, oui, il y avait oui, une ok. vague peut-être parce que je comprenais un peu le monde à ce moment-là et qu'on le disait depuis beaucoup plus longtemps, mais en tout cas que les cigarettes, voilà, c'était très mauvais pour la santé. Donc en gros, moi, ma génération, on n'en fumait plus. En revanche, arrivaient des puffs, non, les puffs sont arrivés plus tard, pardon. Arrivaient des cigarettes électroniques de Bien l'époque. sûr. Donc là, c'était des formats beaucoup plus chers, qui n'étaient pas du tout produites. Je savais pas si c'était pas produit en Chine, mais Ah, en si, tout cas, c'était pas des tonnes de puffs comme ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, Moi, c'était des cigarettes électroniques, mais souvent chères, à 20-30 euros, Mhm. vendues dans des vaporettes. Tu vois, tu te souviens des stores de l'époque? ouais, les pas rentable, vaporettes. hein. Ouais, ouais, c'était des vrais stores. Voilà, c'est des vrais stores et ils Qui vendaient vendent du des. CBD aujourd'hui. Et tu ne pouvais. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'y ont mis, ouais. Ah, marrant. Et en fait, tu pouvais pas rentrer si t'avais pas 18 ans. Ok. Mais c'était hyper sévère, hein. Aujourd'hui, déjà, moi, je fume pas. Attends, ton competitive advantage, c'est qu'il y avait un mec qui te les vendait alors que t'avais pas 18 ans, c'est non, ça? justement, mais c'est encore, c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. Quel film. Donc, du coup, d'où ça vient? Ça vient que moi, à la fin des cours, j'ai envie de m'acheter un paquet de bonbons, j'ai envie de pouvoir aller, tu vois, prendre une canette de coca et me mettre sur le une Jules pelouse avec des très potes. sage à 16 ans. Non, mais, 17 ans. non, mais j'ai 15 ans, c'est venu un peu plus tard, les Les conneries. Mais évidemment, donc après, du coup, le budget. J'ai authenticité dans ce podcast. Le budget nécessaire augmentait. Ouais. Mais, et donc je vois ce problème à 16 ans, la demande énorme de cigarettes électroniques, mais tous ceux qui, par principe, n'osent pas rentrer dans une boutique parce que ça n'est pas autorisé au moins de 18 ans, donc on ne leur vendra pas. Limite la honte que quelqu'un lui dise tu peux pas rentrer. Ouais, tout ça. exactement. Donc il t'en Mais ça, fait pas. enfin, je veux dire, je Ouais, vais pas me ils sont faire condamner jamais- pour ça. C'est l'histoire de tous. C'est-à-dire que vous, même si vous pensez pas, vous avez tous demandé à un ami à 16-15 ans d'aller vous acheter un paquet de cigarettes dans un tabac. Parce Ouais. que lui, il était hyper pubère, Mmh. barbe, 15 ans, le mec qui ressemblait à moi à 22, Ouais, je- même pas. Alors que vous, ouais, vous étiez prépubère. Enfin, voilà, moi, personnellement, à cette époque-là, je ressemblais pas vraiment à un jeune vieux, je ressemblais vraiment à un jeune très jeune. Ok. Mais j'avais le cran de pousser la porte d'une boutique Vaporette. Et donc, en gros, je prenais les commandes de tout le monde. Sauf que quand une cigarette valait 20 euros en boutique, moi, du coup, je la vendais. 40. Je demandais à mon pote 40. Et quand j'avais Logique, 100% de marge. 10 commandes, ouais, complètement. Et quand j'avais 3 commandes, en gros, t'as compris que ça me permettait de m'acheter 3 copecs. Ouais. Mais à un moment, taille de marché oblige, Ouais. 3000 Trop de lycéens demandes. dans mon lycée, 1000 lycéens, enfin non, 3000 lycéens, 3000 élèves dans mon collège lycée, 1000 lycéens. En fait,
sur les 1000 lycéens, ma taille de marché était un peu plus réduite, mais j'avais un petit segment, si je puis dire. Et donc, voilà. Donc j'ai fait un peu de thune à ce moment-là. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évidemment la classique, construit des sites Wix et WordPress à tous les commerçants, les copains de ma mère qui vendaient des prestations d'archi d'intérieur, qui vendaient des prestations, le plombier de ma mère à l'époque, qui en gros n'arrivait pas à trouver des clients. Ah ouais, donc quand toi tu fais des sites, quoi. Toi t'as un gosse de 17 ans et tu te dis je vais faire le taf que l'artisan de 50 balais là, il paierait un prestat 3000 balles. Déjà, il le paierait même pas parce qu'il sait pas ce que ça pourrait lui apporter et c'est pas son métier, donc il ne le fait pas lui-même. Ça le convaincre, quoi. Ouais, bah en fait c'est très simple. Déjà, moi à l'époque, j'ai pas du tout conscience des prix marché. Ok. Donc je vais pas venir avec une proposition offensive, tu vois. Donc moi, je sais pas, un mec qui avait une boîte qui gagnait suffisamment sa vie et qui me disait ouais écoute, moi j'ai aucun... Je regarde, je dis mais attends, t'as pas de présence sur le web? Enfin, on parle d'une présence web. Aujourd'hui, c'est dépassé. C'est déjà, faut déjà être sur Insta et tout, quoi. Ouais. Mais à l'époque, on parlait d'une présence sur le web et il me disait bah non et tout. Je disais mais tu pourrais générer 40% de revenus en plus. Des machins, c'est trop cher. En plus, je comprends pas ce que ça va pouvoir m'apporter. Je dis bah voilà ce que ça va t'apporter. Et moi, c'est simple. Si tu me confies la réelle de ton site web, je te montre une petite maquette. Tu me dis si tu pars ou non avec moi et moi je te le fais et je le fais pour 600, 700 balles. Attends, 15-16 ans là? 16, ouais. 16. C'est quoi ta ref à 16 ans de savoir si un business va bien, si le gars il a le cash, s'il a besoin d'être en présence en ligne pour générer un autre canal d'acquisition de clients off-stream là. Mec! Non, mais 600 balles. 600 balles, c'est... 16 ans, Pythagore. Non, c'est vrai. Mais tu sais, moi, du coup, bah, mon premier site, je le crée à 16 ans. Enfin, je le crée à 16 ans et des poussières, quasiment 17, no code. Ok. Et moi, je ne sais pas coder. Oui, mais ça n'a jamais arrêté, quoi. Oui, mais je n'ai pas appris à coder non plus. Oui, mais donc je suis pas vraiment le génie. Donc à tous ceux qui se disent je dois savoir coder pour produire ma plateforme, toi tu leur dis non. Juste ose essayer de monter ta plateforme, c'est déjà plus que les 3 cas. Bah ouais, et franchement, faut pas être un génie. Moi, je suis pas un génie. Faire des sites en no-code, c'est pas un truc compliqué. Par contre, si on te prouve pas que c'est pas possible, alors tu essaieras. Ouais, c'est plus amusant. Non, mais je trouve ça intéressant. Ok, donc t'as dû toucher du feu assez souvent, petit, avant d'être sûr que ça brûlait. Oui, clairement. Ouais, pas mal. Ah, moi, j'ai eu un tas d'histoires. Je pense que j'ai failli mourir 3 fois. Je pense que je me suis retrouvé en soins intensifs au moins 2 fois. Ah, t'es casse-gueule comme ça. Ouais, bien casse-gueule. Ouais, dans tout ce que je peux imaginer. Bon, c'était la parenthèse, mais quand même, je veux le marteler. Juste pour dire à notre audience que proposer un site en no-code à un petit commerçant du coin, on peut encore le faire aujourd'hui. Hein. Tu peux encore te faire 3 000 euros par mois. Parce que là, les gens qui nous écoutent, même s'ils sont toi à 17 ans, ils se disent ok, Julie l'a fait il y a 5 ans, c'est terminé. Pas du tout. Allez voir ton petit patelin. Allez voir votre... Alors moi, je vous dis parce que je vois très bien ceux qui n'ont pas encore de site web, parce que je vais au pressing, je vais chez, je sais pas moi, pour ma copine ou pour ma mère, il y a des manucures aussi que tu sais, je regarde. Les gars, les manucures, les pressings, les japonais parfois, les restaurants japonais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les retoucheurs, ceux qui retouchent les fringues. Okay. Tous ces business-là n'ont jamais de présence web. Business de comment on appelle ça? De proximité. Ouais, c'est ça. Qui ont pignon sur rue. Les business de proximité n'ont jamais de présence web. Or, aujourd'hui, 80% des consommateurs, ils vont d'abord aller voir la présence sur le web pour avoir l'adresse, le téléphone, le prix, etc. Ces gens-là n'ont absolument aucune information en ligne. Donc, allez voir votre commerce de proximité, demandez-lui s'il a une présence. Si vous dites non, proposez un site. Un site, ça va vous prendre quoi? 1 ou 2 journées. Vous allez vendre ça à 800 balles. Même pas. 800 balles, 800 balles, c'est faire. T'as déclaré à l'URSSAF à l'époque? Non. Tu peux t'inscrire à l'URSSAF à moins de 18 ans? Je peux dire ça, mais non, je peux pas dire à l'URSSAF. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Je sais même pas comment j'ai fait ça, mais à l'époque, comment je faisais? Non, mais c'était direct virement sur mon compte. Mais moi, je le redis juste, ce que tu dis là, moi, tu pourrais me le dire et je le visualise de Wix, ok, ça te prend 2 jours. En réalité, ça va te prendre 3-4 jours avant de faire 2-3 tutos YouTube, de bien comprendre le mécanisme. Mais après, c'est répétitif et donc scalable. T'as chopé un nouveau skill. Mais mec, encore une fois, haut comme 3 pommes, un merde, et aller voir des mecs et leur dire, vraiment, je ressemblais à rien. Mais je te vois trop arriver limite pipe au bec en mode, mon gars, je connais ton business. Et en fait, ce que je veux dire, ça bat un peu de l'aile. Ça devient d'où ce... Je sais pas, c'est ce bluff. Est-ce que petit, t'adorais parler avec les adultes en gros? Ah ouais. Genre, il y a un truc à aller voir des aînés. Ton quotidien aujourd'hui, moi je suis un peu plus âgé que toi, mais en vrai, je considère qu'on est dans la même trempe. Enfin, le même âge, même si t'es potentiellement dans les plus jeunes. T'as quel âge toi? Moi j'ai 30, même si je fais jeune. Mais voilà. Tu fais jeune, ouais. Ouais, mais tu vois, tous les gens avec qui tu traînes, ils ont. Ton âge. Ouais, on est d'accord. Ouais. Donc voilà. C'est 25 et 30 ans et moi j'ai 22. Non, mais moi C'est ouf. Tu sais, quand
je veux pas sonner, avoir l'air d'un espèce de petit con en disant ça, mais quand j'allais chez les parents de mes potes, il n'y a pas d'histoire là, c'est pas aucune blague. Tu les challengeais. Non, mais parce que je préférais parler avec les parents de mes potes. Ok, non mais très bien. Parfois, tu tombais sur des. Je vois très bien. Si tu tombais sur des mecs super intéressants, moi je suis tombé sur des parents de mes potes ingénieurs où le gars en fait il avait son bureau dans l'appart et j'étais là. Moi j'ai jamais été pro jeux vidéo, jamais du tout. Ce qui est pas souvent le propre des mecs qui construisent des outils tech, des produits tech. Souvent ce sont plutôt des fans de jeux vidéo. Moi pas du tout, je déteste. Je suis pas un gros consommateur T'es pas vraiment un geek en plus. Pas vraiment. Non. T'es un doueur quoi. Plutôt ouais. Un bâtisseur. Ouais, mais du coup je suis pas un génie en fait. Et parce que les vrais génies pour le coup c'est des vrais geeks et c'est eux qui. Mais combien de génies ne se lancent pas parce qu'ils n'osent pas? Ouais. Donc est-ce que le talent, l'ingénierie, le génie un peu que tu peux avoir en toi, est-ce qu'il vaut vraiment quelque chose si tu l'exploites pas totalement? Tu vois ce que je veux dire? Parfois vaut mieux se lancer et apprendre sur le chemin que être prêt à 100% avant de se lancer. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais tu disais que typiquement t'allais donc chez des amis et c'est vraiment leur daron qui m'intéressait dès qu'ils sont un peu parce que moi je ou... voulais pas participer à une énième partie de FIFA où je kiffe jouer à FIFA, y a pas de souci, mais attends, sois critique de toi, on est jeune, on cherche des choses. Qu'est-ce que toi t'allais chercher en parlant à ces darons? L'expérience, des vraies discussions, Tu l'avais pas chez toi avec peut-être ta famille, tes parents, ces conversations peut-être un peu intellectuelles? Je pense que je les avais dans une partie de ma famille, je les avais. Ok. Mais j'allais chercher d'autres histoires, quoi. Moi, je suis vraiment curieux de nature, donc. Ok, c'est vraiment. Il n'y avait pas d'objectif, même aujourd'hui, tu saurais pas dire. Je voulais apprendre. Je voulais apprendre parce que quand je sortais d'une journée de cours, j'avais l'impression d'avoir rien appris sur la vie. En fait. Ah ouais, ok. Donc tu sentais un décalage entre ton quotidien à l'école et la société. C'est mon plus gros combat. C'est drôle. Je resterai dans ce domaine éducatif très longtemps parce qu'il y a beaucoup trop à faire. C'est tellement. On va en parler. Et c'est d'ailleurs, je te disais, c'est vraiment cette raison. Je suis content de te recevoir pour ça, plus que t'as 17 ans, t'as monté une boîte. C'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse, l'éducation. Pour autant, juste dans ce que t'es en train de dire. En gros, il y avait un décalage. Moi, j'ai jamais eu ce que tu as eu, mais je comprends tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à l'école, j'apprenais des trucs, on me demandait de m'adapter et c'est dur. J'avais des contrôles d'histoire ou quoi, j'apprenais par cœur 8 pages et j'avais genre 19 sur 20. J'étais en mode, ok, je vais rien retenir, j'ai juste une très bonne mémoire photovisuelle là, tu vois. Ce qui sert, néanmoins. Ce qui sert, mais en fait, quand tu avances, et je suis très content que mes parents m'aient saoulé parce que maintenant j'ai chopé une discipline qui fait que je me suis fait violence sur des choses qui me plaisaient pas. Après, je suis en mode, vas-y, le podcast, là, je prends du plaisir, mais c'est pas du travail pour moi, c'est pas de l'effort. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut te valoriser là-dessus. En revanche, genre, je sentais qu'il y avait un décalage avec les gens que je voyais, mais j'arrivais pas à faire le... je sais pas. Tu vois, je l'ai pas plus challengé. Alors que toi, tu voulais aller chercher la raison de pourquoi à l'école, on t'apprend Pythagore ou... je vais dire Vercingétorix, mais j'invente, tu vois, mais... Et qu'en fait, dans la vraie vie, bon, je sais pas, toi au quotidien, tu vois des gens dans le besoin, tu vois des étudiants du père, pourquoi on les traite pas eux? C'est ça que tu comprenais pas trop, quoi. Exactement. Bon, College Dropout, c'est derrière Watt. Yes, sir. C'est un beau vinyle. Exactement. Et tu as College Dropout. Quelle coïncidence, quelle coïncidence. Pour ceux qui nous voient pas, on a des petits vinyles et j'ai demandé à Jules de choisir ce qu'il y avait dans le stock. Donc voilà. Et il y avait du coup ce fameux College Dropout de Kanye West qui, je pense qu'il me définit bien parce que du coup, je suis un dropout parce que j'ai arrêté les études au bout de quelques mois. Voilà. J'ai créé mon site pour te donner une rétrospective. J'ai créé mon site 17 ans, mars 2020. Donc mars 2020, c'est fin d'année de terminale. J'arrive en première année en septembre 2020. Je quitte l'école en mai 2020. 21. Mars 2020, confinement, c'est le 16 mars. Ouais. Tu l'as commencé juste avant le confinement. Pardon, j'ai dit une erreur, le 28 avril, un peu plus tard. Donc ok, t'as pris un mois. Ouais. J'ai mis un mois. T'as décalé, ok. C'est arrivé très vite, mais je l'ai monté. C'était quoi l'école que t'as commencé en septembre? Une école de business qui s'appelait l'IE. IE, ok. Ouais, IE. Et j'étais boursé. Ok. L'école m'a reçu en grande pompe. J'avais un agenda qui avait été construit pour moi. Enfin, c'était la folie furieuse. Parce que t'avais un business à côté ou parce que t'étais boursier? Ok. Parce que j'étais boursier parce que mon projet. Ah ok, d'accord. Ouais. Ok, j'ai compris. Et donc plein de parce que j'avais le droit à un agenda un peu adapté. Ok. Et même avec ça, comme l'école était un peu trop loin de Paris, j'ai préféré revenir sur Paris, me dédier 100% au projet. Donc au moment où j'ai vraiment senti qu'il y avait une entreprise plus pérenne qu'un simple projet étudiant.
Et C'est quoi ça? en revanche, j'ai fait une autre école, tiens, j'en parle pas souvent. Vas-y, parle. Raconte. Parce que je suis un vrai collège en out, mais j'ai participé à une formation qui a duré 7 mois, qui s'appelle le Collège citoyen de France. Et c'est une formation qui est dédiée à 50 personnes par an, qui se décrit comme un ENA du terrain, qui a été monté par JR, l'artiste, Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, puis 8 autres personnalités très inspirantes dans plein de domaines différents. Et ça forme à plein de défis du quotidien, voilà, à gérer des projets, mais à les gérer à une échelle C'est public ou c'est un truc privé? complètement public, complètement gratuit, financé par des Tu l'as fait quand, toi? Je l'ai faite, j'ai commencé fin 2021. Je faisais partie de la première promo. Aujourd'hui, ils en sont à leur 5e promo. JR, il a tout le temps des lunettes. Est-ce que t'as vu ses yeux? Ouais, oui, évidemment. T'as vu ses yeux? Bien sûr, ouais. Incroyable. Ouais. Très beaux yeux. Très beaux yeux. Voilà, Évidemment. J'adorerais l'avoir, JR. Incroyable, ce mec. Merde, je voulais te poser la question. Est-ce que tu trouvais que quand t'allais à l'IE, est-ce que t'as ressenti un tel décalage avec ton quotidien quand t'étais sur Extra Student? Grave. Et c'est ça qui t'a dit, il n'y a aucun risque de quitter ça parce que bah, j'ai ma boîte. D'ailleurs, t'as dit, attends, il y a eu une... C'est quoi le déclic qui t'a dit, c'est plus juste un projet, c'est une vraie boîte? C'est le moment où je comprends que c'est pas juste un projet d'études, mais que c'est un projet d'envergure, parce que ça ne plaît pas qu'à mes parents et à mes cousins, mais ça plaît vraiment à tous ceux que je croise à ce moment-là. Mais c'est ce me qu'on dit, te ok, dit à l'oral ou Ouais, tu mais commences à non, signer l'adoption des clients? jeunes aussi, l'adoption des jeunes, Ouais, qui commencent à l'utiliser. À ce moment-là, il n'y a pas de clients. Ok. Et le moment où je réalise que ça va pouvoir devenir une entreprise, c'est le moment où je réalise que je rencontre 2-3 écoles et qu'elles me disent en fait je suis prêt à payer pour être chez vous. Et là moi je me dis ok, il y a un modèle en fait, parce que moi ça fait 2 ans que j'ai le projet, 2 ans que je me dis il n'y aura jamais de modèle freemium sur les users, parce que les users sont contributeurs et bénéficiaires, donc ça ne marche pas. Je voulais pas faire payer des créateurs de étudiants. contenu, bah non. Ou des créateurs. Ouais, Mes créateurs de contenu et surtout des étudiants qui viennent pour être sur une plateforme qui prône la solidarité, l'entraide, le partage. Bien Non. sûr, je mets de l'argent. En revanche, du B2B2C complètement, je veux dire, super fonctionnement, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, Surtout pour les écoles, ouais. ouais. Et donc, à ce moment-là, je réalise que c'est un business, et donc je quitte l'université, et j'étais en décalage complet, je terminais mes journées plus tard que mes potes, et J'étais plus pauvre que... et j'étais évidemment... Et jamais bourré. Et jamais bourré, beaucoup moins qu'eux. Mais non, je me suis dit, en fait, déjà oui, évidemment que je me suis bourré la gueule, évidemment que je suis allé faire des soirées conneries étudiantes ou le quoi. jeudi soir, des soirées étudiantes, j'en ai faites. Mais au bout de 3-4 mois, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est ça que je veux faire pendant 4-5 ans? Donc je vais devenir un professionnel du beer pong, je vais connaître tous les alcools qui sont sur le marché, connaître probablement tous les étudiants dans mon école, mais mon projet n'aura pas avancé. Ou est-ce que je vis et je veux vivre pour mon projet, et en fait tout ça je le ferai peut-être pas plus tard? Est-ce que vraiment c'est nécessaire même de le faire? C'est des questions que je me suis posées. J'ai quitté l'école très vite et finalement je suis très content, j'ai fait des rencontres incroyables, mon projet a beaucoup avancé, j'ai gagné ma vie grâce à mon projet, je paye des impôts depuis que j'ai 20 ans, donc ça c'est un peu le côté moins sympathique. Oh, ça fait plaisir, non? Je reçois plus de l'aide de l'URSSAF oui, et c'est des bons finances problèmes, publiques non? que de bulletins scolaires. Mais voilà, c'est ce que j'ai choisi, j'en suis très heureux. On grossit vite, tu vois, on a une belle croissance. Quand tu as commencé à monétiser, tu as dit je me suis rendu compte. Est-ce que tu as quand même essayé de le vendre à des écoles ou est-ce que c'est au détour d'une conversation? Au détour d'une conversation. Une école t'a dit moi je Ouais. serais intéressé à Au payer. détour d'une conversation. Je suis très content de t'entendre parce que tu parles de décalage. Tu parles de décalage par rapport à tes potes. Tu parles de décalage quand tu arrives en école de commerce. C'était aller un peu plus loin là. Tu l'as sous-entendu quand on est en train de se bourrer la gueule. J'ai une question à te poser un peu philosophique. Est-ce que tu n'as pas l'impression de passer à côté de ta jeunesse pour le bien de la société et de ton projet? Putain, le mec qui répond oui complètement, en gros je suis un faiseur de bien, il s'aime beaucoup. Non, on va dire que t'es un gros je bullshitter. suis passé à côté. En vrai, je suis littéralement passé à côté de ma jeunesse, c'est vrai. Mes parents me l'ont dit 40 fois, mes cousins, mes frères, Ça t'a fait chier mes qu'on te le potes. dise? Bah ouais, en fait, quand tu montes un projet, que t'es passionné par le projet, que tu parles de ton projet, et qu'au lieu de t'écouter et de te parler de ton projet, on te dit mais tu penses pas que ce serait mieux quand même de te concentrer sur ta vie étudiante? T'es là, mais en fait, est-ce que tu sais ce que je suis en train de te proposer là? Je suis en train de te proposer une espèce de vie horrible dans laquelle je vais me mettre dans un tunnel de travail, je vais travailler jour et nuit pour un projet qui demain peut exploser, mais qui me demandera encore plus de travail, versus toi tu me dis mais en fait ce sera peut-être mieux que
tu sois sur une chaise, Pourquoi ils dans disent un ça, cours à selon 25, Pourquoi on te à dit, travailler 3 heures par jour. Je sais pas, je comprenais pas pourquoi on voulait vraiment me pousser vers le modèle étudiant, alors que mon modèle, ma passion, c'était de travailler. Genre, quand t'as un gosse qui a envie de travailler tôt, tu vas pas lui dire, bah non, va t'asseoir et apprends. Et ben dans notre société en France et dans, Oui. Je sais pas si tu viens d'une famille entre guillemets qui pousse aux études. Moi, ma famille, elle pousse aux études à mort. Moi, Tu crois pas qu'on dirait ça? C'est un acquis social. Tu l'étude. crois que si t'avais 18 piges et que tu dis même j'ai ce business de cigarettes électroniques à tes Ah ouais, parents. ah, Non, bon là on va dire c'était vraiment focus argent, pas trop d'éthique, on va pas se mentir à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, t'as pas l'impression que la société globalement, et c'est pas de leur faute, ils t'aiment, mais ils te reflètent juste leur peur. Ils veulent le max pour toi. Évidemment. Et moi, d'ailleurs, ce que je dis toujours aux jeunes que je croise, parce que c'est le paradoxe. Moi, je n'ai pas fait d'études, mais mes clients, mes partenaires sont des écoles. Donc, je travaille qu'avec des écoles. C'est vrai que c'est Je passe ma vie à parler à des étudiants ou à des lycéens dans des écoles, mais je ne suis pas allé au bout de mon parcours. Et donc, souvent, ce que je leur dis, c'est quand je vous dis que j'ai quitté l'école, j'ai pas juste quitté l'école pour quitter l'école et pour dire à mes parents, en fait, fuck off, moi, je suis un rebelle. Quoi. J'ai quitté parce que j'avais à côté de moi quelque chose qui me rongeait de l'intérieur, qui me permettait pas de me concentrer quand j'étais en cours, qui me permettait pas de dormir la nuit. Je rêvais de ça jour et nuit. Je pensais à mon projet dans 10 ans. Enfin, j'étais possédé. Tu vois ce que je veux te dire ? Bien sûr. Quand tu n'as pas de projet à côté, mais reste à l'école et fais des longues études. Mais sois conscient aussi de pourquoi tu fais les écoles, non ? Sois conscient aussi de ce Enfin, que tes études demain, plutôt, ouais. ça va te demander, c'est-à-dire beaucoup de travail. Faire des études, c'est pas juste une garantie. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller dans une école pour faire des études. Tu payes et t'es pas sûr d'avoir ton diplôme. Ouais. Mais surtout, dans le principe, ça ne sert à rien d'aller dans une école si tu considères juste que ta présence, elle est déjà suffisante. Moi, ce que j'explique aux élèves ou aux étudiants, je leur dis, si vous êtes là où vous êtes et que vous ne pouvez rien faire à côté, soyez le meilleur. Travaillez votre vie pour être dans les premiers. Parce qu'aujourd'hui, le marché du travail est encore plus compétitif qu'avant. En revanche, ça ne t'aura pas échappé qu'on embauche beaucoup moins qu'avant. Évidemment, ça a un rapport avec l'arrivée et l'émergence de l'IA, qui remplace un tas de jobs. Mais ça a un rapport aussi avec plein de mécanismes économiques. Le fait que la situation actuelle ne soit pas non plus la plus favorable. Donc, on ne va pas aller embaucher dans les classes. Donc, si vous êtes à l'école et vous comptez y rester, soyez les premiers. C'est ce que je dis. En revanche, quand tu as un projet et que tu es rongé de l'intérieur et donc que tu n'es pas bon à l'école, et que t'as pas envie d'y être, et que ça se sent. Et même si t'es bon à l'école, en fait, ce que t'es en train de dire, tu parlais de. Je t'ai dit, moi, de sacrifier ta jeunesse. Toi, tu dis pas que t'as sacrifié ta jeunesse. Tu dis que c'est limite sacrifier ta vie que si tu lançais pas ce projet. Ah ouais. C'est ça que tu sacrifies de pas le faire. C'est un combat. Ok. Là, t'invites les gens qui sont en école à aussi, j'ai l'impression, être conscients de leurs études et se dire presque, les gars, c'est 3 ans, c'est 5 ans. Mais votre vie va être beaucoup plus longue, vous payez pour ça, essayez d'être le meilleur. T'as pas l'impression que si on ne sait pas pourquoi on fait ces études, et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de personnes, et il y a personne qui me fera croire qu'à 18-20 ans, tu sais ce que tu veux faire des 10 ans de ta vie, t'as pas l'impression que du coup, c'est presque... Je vais pas dire que tu fais du surplace, mais il y a des gens, combien de personnes ont fait HEC, enfin il y a des gens qui ont fait HEC et qui terminent genre Anne Romanoff, humoriste. C'est incroyable, tu vois, elle a fait HEC, elle s'est dit ok, sky is the limit peut-être. Et est-ce qu'elle aurait pas pu être humoriste d'une autre manière avant si on lui avait pas vendu qu'il faut faire HEC ou les meilleures écoles? Je suis d'accord. Il y a deux questions dans ce que tu relèves. C'est l'orientation en fait. Le premier, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont en études parce que c'est le chemin en gros, dans lesquels on les met, pardon. Donc en gros, il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre option. Donc juste j'y vais. Mais je sais pas pourquoi je suis là. Donc je sais pas vraiment quel doit être mon objectif sur place. Donc finalement, je n'en retire pas quelque chose de très très bien. Et ça m'a pas servi tant que ça. Et donc quand j'en sors, malheureusement, je suis pas le plus heureux. J'en ai besoin pour chercher un job. Mais j'en ai besoin. Une commodité. En gros, c'est une commodité, exactement. Comme tu dis, il faut qu'on apprenne aux gens que faire des études, c'est pas obligatoire à compléter un parcours qu'on a déjà commencé. Un parcours, d'ailleurs, on lance un super format sur nos réseaux sociaux très bientôt qui s'appelle La Recette. La Recette pour être ministre, la recette pour être chef d'entreprise, la recette pour être podcasteur, la recette pour être CEO. C'est pas la même pour tout le monde. Tu peux avoir fait des grandes études, être CEO, tu peux avoir fait 0 études et l'être aussi. Tu peux être humoriste, avoir fait HEC, mais tu peux aussi être humoriste et n'avoir fait aucune école ou une école de comédie. Ce que je veux vous dire, vous qui nous écoutez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se poser la question quand on sort du lycée, parce qu'en revanche, ça c'est obligatoire, il faut le finir. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça.
si c'est faire des études, allez les faire, mais n'hésitez pas aussi à prendre une petite année. Alors, il faut gagner un peu d'argent, parce que sinon, je sais pas comment on fait pour vivre, mais trouvez-vous un job alimentaire, mais une petite année. Si vous êtes fan de dessin, peaufinez votre dessin, travaillez votre dessin. Si vous êtes fan de musique, bossez dans votre... C'est fou, parce qu'au Canada, tu sais qu'ils font ça. Je sais, aux US aussi. Hein. Ouais, ils te disent va bosser, et c'est les darons. Alors que les darons, ils ont des thunes. Hein. Ils vont dire à leur gosse, va bosser. Par exemple, dans la culture, même les riches, les familles de riches, qui t'incitent en tant qu'enfant à aller bosser, ils te demandent de prendre un prêt pour payer tes études. Mais non. Si, mais ça c'est top. Pour moi, ça devrait être obligatoire. Tu les moi, ça devrait être obligatoire. T'imagines en France, même moi élève, personnellement, je l'annonce maintenant, si j'espère que ton podcast sera encore en ligne dans quelques dizaines d'années. Moi, mes enfants, si demain j'ai les moyens de leur payer les études, c'est non. Ce sera un prêt. Comme ça, quand tu mets ton cul sur une chaise et que tu écoutes un prof, tu réalises que chaque minute passée, chaque heure où tu n'as pas écouté, ça te coûte 200, 300, 500 balles. Et qu'à la fin de l'année, tu te dis, ok, en fait, j'ai perdu 10 000 euros si j'ai pas écouté. C'est ouf parce que j'ai pas de gosse. Et pourtant, tout ce qu'on dit là de manière objective, je suis grave d'accord avec toi. Mais alors, mec, quand je vais voir leur petite bouille en face de moi, si je les ai les 16 000 balles à l'année, plus le logement... Mais t'as pas envie. Enfin, après, mais mes parents l'ont fait pour moi. En fait, c'est paradoxal. C'est un schéma éducatif. Moi, le reste de mes études, le reste du montant de mes études qui n'était pas boursé, on me l'a payé. Mon oncle me l'a payé. Okay. J'en étais très heureux aussi. Mais je pense que déjà dans le court temps que j'ai passé là-bas, si je les avais payés, je les aurais passés plus sérieusement. J'aurais été plus sérieux en cours. J'ai consacré tout mon temps à mon projet. J'écoutais pas un seul cours. Ouais. Après, je savais, je pense que je partirais, mais moi, je pense qu'il faut responsabiliser et que surtout, si demain on est amené à avoir de l'argent, on se rend pas compte, mais moi, je suis pas des parents très riches, mais si j'avais eu des parents très riches, je sais pas comment je serais aujourd'hui. Je sais pas si j'aurais la même dalle de monter des projets, de gagner de l'argent. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un gosse qui, en fait, va se résoudre à juste toucher son argent de poche parce que comme j'ai suffisamment d'argent, je vais lui enfiler parce qu'il a une bonne tête. Comme j'ai suffisamment d'argent, donc je vais lui payer ses études, qui en fait aura études payées, voitures payées, assurance payée, essence payée. Mais on a des rêves de familles riches qui arrivent à donner la dalle à leurs enfants. Tu peux donner la dalle à tes enfants sans l'urgence de devoir nourrir. Ouais, j'en ai. Par exemple, j'ai... alors, je sais pas si on peut appeler ça... Enfin, je sais pas s'il aimerait qu'on... Bon, on le mentionne pas, si tu veux. Non, mais j'ai un de mes potes qui, pour le coup, est un énorme dalleux, alors que... D'ailleurs, il aurait pu ne pas être un dalleux du tout, c'est-à-dire qu'il aurait pu vivre... aisément. Et en fait, c'est un torturé de la vie. Il adore monter des projets, il adore... Est-ce qu'il a des choses à se trouver à lui-même ou il le fait pour l'argent aussi ? Il le fait pour... Non, pas du tout, pas pour l'argent du tout. Non, c'est vraiment pas son souci. Lui, son souci, c'est de se prouver à lui-même qu'il est capable de réaliser des projets. En fait, t'as un syndrome, je pense, dans les familles riches, t'as un syndrome, c'est... la légitimité. T'as tellement été peu crédité, voilà, du fonctionnement de la famille. On t'a tellement pas mis en avant dans la famille parce que tu n'étais pas le garant, tu n'étais pas celui qui apportait le confort, qu'à un moment, quand t'as cette envie-là au fond de toi de justement être un leader... je sais pas si je peux résumer ça en disant que c'est un esprit de leader, mais en gros d'être un genre de leader, en fait tu vas avoir envie de t'affirmer et donc de te prouver à toi-même que tu peux être dans cette position-là aussi de réussite de projet, de gain d'argent possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu réagis en fonction. On sucre le temps, mais c'est ouf. Je rigolais là il y a 30 secondes, on est en train de parler de parentalité, 22, 30 piges. Pas de gosse. Moi j'ai eu un chien récemment et ça m'a pas mal appris parce que il y a un vrai travail éducatif à faire. Et tout le monde m'avait dit tu verras le canapé. Faut le manipuler en fait dans l'éducation. Non, mais c'est pareil, on m'avait dit tu vas voir le canapé. En plus moi c'est un mini golden qui est sublime, t'as juste envie de le prendre dans tes bras, voilà. Mais faut être dans un esprit rigoureux de dire voilà en fait faut l'éduquer, donc c'est pas juste une peluche. Moi les gens la voient comme une peluche. Tu peux pas le sortir à n'importe chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier dans son comportement, je suis obligé de le voir comme un comportement que je dois réguler parce qu'en fait j'ai envie de l'éduquer. Et donc tout le monde m'avait dit tu vas voir le canapé, il va s'y mettre et tu vas craquer. Mec, en fait ça fait 1 mois et demi que j'ai mon chien et tu lui as dit non, il ne va pas sur le canapé. Il a comment t'as fait? Tu le chasses? Je le chasse. Je lui montre, lui montres la main comme ça en mode je vais t'en mettre. Non, enfin, autorité, mais faut pas. L'éducation marocaine. Faut pas. Regardez. Non.
Non, je les mets, je le mets directement dans son panier et je lui explique, ouais, une petite friandise et je lui explique, pas une éducation canine, mais je lui explique que c'est là qu'il doit être. Est-ce que juste ton chien, tu l'as pris parce que tu as envie d'avoir des responsabilités? Ouais, je pense. Ouais. Grave, je suis en train d'y réfléchir en ce moment. Je sais pas totalement pourquoi je l'ai pris. Ok. Je sais que je l'ai pris parce que je suis un passionné de chiens depuis que je suis tout jeune, que ça a toujours été mon rêve et que je m'étais toujours dit, la classique, hein. Mais dès que j'ai mon chez moi avec mes parents, je peux leur dire, bah en fait mes choix c'est les miens. Ouais. Voilà. Qu'entre temps j'ai eu extra student. Voilà. Et donc bah voilà, j'ai mon appart, mon bureau est à côté, j'ai un jardin dans mon bureau, Ok. je vis dans une ville qui est Tu plutôt... veux avoir de l'importance pour des gens, quoi, avoir de l'incidence dans leur vie. Et tu veux t'occuper potentiellement un peu que je veux m'occuper des gens quelque part, parce que Ouais, du coup, je non, m'occupe mais d'un chien à plein temps. Non, mais c'est Mais l'hospitalité sous une autre forme. après, je l'ai habitué à ma vie, donc c'est un chien qui s'habitue à être parfois 2-3 heures cloîtré sous une table parce que je suis dans un déjeuner de taf, mais tu vois, c'est pas un déjeuner non plus si conventionnel que ça. En tout cas, je l'amène dans les endroits, je l'habitue à avoir un train de vie qui est quand même un peu bousculé, parce que quand on a un train de vie comme le nôtre, c'est assez intense, hein, on va pas se mentir. Donc c'est un chien entrepreneur. C'est un chien, frérot, c'est un chien qui s'adapte un peu à tout, ouais. Entrepreneur, une bonne qualité de s'adapter. Ouais. J'ai 2 dernières questions, on va les faire hyper rapides. Ouais. Mais du coup, je suis grave content qu'on ait eu ces conversations philosophiques. Moi, je vais te poser cette question, on va grave la continuer en off à un autre moment. Est-ce que tu peux me résumer très rapidement, c'est quoi les nouvelles attentes professionnelles de la Gen Z? On n'arrête pas d'en parler, mais je pense qu'on n'en sait strictement rien, vu que moi-même, j'en fais pas partie. Et la deuxième question, c'est... je sais qu'il n'y a pas de secret sauce, mais comment on crée une putain de communauté? C'est intéressant. Et je suis sûr que tu vas me dire que pour créer une communauté, il faut bien cerner les attentes des personnes. Donc on revient à la question 1, c'est quoi les attentes? Exactement. Mais toi, tu m'as demandé les attentes professionnelles. Ouais. Les attentes professionnelles aujourd'hui. Ouais. De façon plus générique. Aujourd'hui, la Gen Z ne court pas après l'argent. Ok. Déjà, il faut le savoir. En tout cas, beaucoup moins. C'est plus un objectif. De jeunes courent après l'argent qu'avant. Okay. L'objectif, c'est de faire un job qui a du sens, qui te permet de dégager suffisamment de temps pour toi et ta vie perso. Okay. Et en gros, ce qui compte, au-delà de tout ça, c'est l'équilibre pro-perso. Ils veulent un équilibre perso qui est aussi fort que l'équilibre pro. Ce qui fait que le salaire, c'est une donnée importante, mais qu'au-delà de ça, il y a le sens que je donne à mon job, les conditions dans lesquelles je le pratique. Donc attention, il faut avoir maintenant des super bureaux, il faut avoir des bureaux qui sont pas si loin du domicile du salarié. Le télétravail, oui, parce que évidemment c'est quand même... C'est une possibilité, mais ça veut pas dire qu'ils aiment pas venir au bureau. C'est quand même top pour ceux qui veulent être chez eux, cuisiner, voilà. Moi personnellement j'ai une politique 0 télétravail, mais... 0-0 voilà. Et ça n'a pas été des red flags pour embaucher des j'ai des cas d'exception, parce que j'ai certains... Faut pas que le télétravail ça responsabilise, justement? Faut être responsable pour être responsabilisé, tu vois. Mais est-ce qu'on peut forcer des gens à être responsables? Est-ce que c'est pas en faisant qu'on apprend? Oh là là, les conversations. C'est possible. Appelle ton podcast dans la tête d'un psychologue. Non, mais... J'aimerais bien. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de travailler seuls chez eux, qui sont capables de s'autoréguler, mais que ça n'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs que c'est pas forcément bien pour ces gens-là, qui ne savent pas travailler de chez eux, de travailler de chez eux. Même pour eux. Parce que dans un bureau, il y a un climat... Moi, je suis pas pour le... Enfin, je suis victime de la solitude. Je ne peux pas travailler chez moi, par exemple. Donc moi, ce que j'explique à ceux qui me disent non mais moi je suis capable et donc je sais qu'ils ne sont pas capables, je leur dis mais non mais moi je ne suis pas capable, par exemple. Mais ça veut pas dire que une question de hiérarchie en entreprise. Non, mais ce que veut dire, c'est pas une question de hiérarchie en entreprise, c'est pas une question de le boss. Est-ce que t'es une brute de travail ou non? Ouais. Tu peux être une brute de travail au bureau, tu ne seras pas une brute de travail chez toi parce que tu ne sais pas séparer le je suis dans un environnement de travail et je ne suis pas le j'ai une tentation chez moi. Au bureau, je n'en ai pas. Tu penses que tu pourras garder ça, là vous êtes 10, mais si demain vous refaites une levée de fonds, que vous montez à 40, c'est terminé le télétravail. Je pense que c'est terminé. Moi, c'est drôle, on va pas pouvoir étaler là-dessus. Je pense que c'est ni toi ni moi. Il y a une relation hybride dans ça. Je pense que le télétravail doit être une possibilité à des gens, mais je pense que une bonne équipe doit avoir envie de se retrouver. Ouais, moi je pense que c'est terminé, honnêtement. Okay. Je pense que les GAFAM, là, elles sont en train de fermer tous les ponts. Les administrations publiques... Et lui, pareil. Mis. Ah ouais. Ouais, ici, le Covid, évidemment. Ah oui, et là, c'est terminé.
Juste sur la Gen Z, les nouvelles attentes, donc je comprends bien, on va avoir des personnes qui... Bon, la finance ou le conseil sur des industries un peu à l'ancienne, là, c'est moins en vogue. Même le conseil en strat, j'ai l'impression. Beaucoup moins. Par contre, est-ce que l'impact, on peut pas l'avoir aussi par l'épanouissement au quotidien entre toi et tes équipes? En gros, est-ce que, avant, moi, quand j'ai apply à des stages, je trouve que c'est l'employeur qui m'offrait une opportunité, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent? J'ai l'impression qu'il y a plus de bargaining power du côté des étudiants, Exactement. tu vois. Et donc, est-ce qu'ils veulent pas aussi avoir un boss avec qui ils peuvent apprendre, arrêter tous les codes, etc. Je sais pas ce que toi t'en... Alors moi, je vais te répondre complètement objectivement et d'une façon très neutre. Oui, complètement. Mais est-ce que c'est bien? Ça, c'est un autre sujet. Ok. Aujourd'hui, oui, c'est Il y a un côté social qu'ils veulent en plus au boulot. Tu dirais. complètement, en fait. Et c'est pour ça que je dis que de toute façon, on va pivoter vers une période, je pense, vers un fonctionnement zéro télétravail. Ouais. Mais les entreprises qui n'ont pas un lieu de travail adapté vont devoir s'adapter. Ah, Parce que tu peux demander à tout le monde d'être à la maison, d'être à la maison au bureau. Ouais. En revanche, Si il faut un environnement. pas bien. Et moi d'ailleurs, j'ai un bureau que j'ai adapté, par exemple. On avait un précédent bureau où il y avait trop de bruit, où c'était pas assez agréable de travailler, on a changé de bureau. Je me suis mis dans un endroit où, en gros, je sais que je suis à moins de 30 minutes de tout le monde. Voilà, plus de 30 minutes pour aller au travail, c'est un enfer. Ouais. Un salarié qui doit faire 45 minutes le matin ou 1 heure le matin, plus dans le soir, en fait, il est défoncé, évidemment, donc il va être moins productif, et évidemment, il va être moins sympathique au bureau parce qu'il est fatigué. Hein. C'est normal. C'est de fatigue. C'est normal. Mais donc, ce que je veux te dire, c'est que le rapport du salarié à son travail doit évoluer, dans le sens où il doit vraiment comprendre, je parle du salarié du futur salarié, donc du futur Gen Z assis à un desk, doit évoluer. Le travail, c'est pas juste ce que tu veux de ta vie, c'est vraiment ce que tu dois faire de ta vie, tu dois travailler. C'est pas juste si je veux, je fais, c'est en fait je dois parce que il faut gagner sa vie, parce qu'il faut quelque part financer un modèle, parce qu'il faut participer à un travail collectif. Mais en revanche, l'employeur, lui, doit s'adapter aux attentes du salarié pour que justement son travail redevienne quelque chose de cyclique, de logique dans sa vie d'humain, dans sa vie perso, et qu'il trouve ça agréable, je pense. Ouais. Et j'ai envie de faire une annonce, bon, c'est pas encore sorti, mais à un moment, tu vas peut-être mapper des offres et pouvoir, toi qui l'écoutes, je te pose la question, mais tu vas faire potentiellement ça, bosser avec des entreprises pour leur donner les attentes de la nouvelle génération? Tu penses que je pourrais? Carrément. Écoute, si tu leur parles moi, au en tout cas, quotidien... j'ai des stats sur des dizaines de milliers, centaines de milliers de jeunes des métiers qui sont aujourd'hui des métiers de rêve. Parce que tu sais, moi, dans mon formulaire d'inscription, j'ai la question quel est ton métier de rêve? Donc je vois quels sont les métiers attendus par la Gen Z, donc je pourrais clairement. Mais ça peut être un défocus à l'heure actuelle. Mais moi, je pense que ça peut être une source de revenus. Clairement. Cette question, mais il faut que ça soit archi rapide, sauf si tu me dis que tu n'as pas de réponse rapide. Mais c'est quoi la secret sauce pour construire une communauté? Très rapide. C'est d'être un hyperactif du contenu, déjà. C'est d'en consommer beaucoup. Ok. Faut en consommer beaucoup, et après, il faut juste savoir copier ce qui fonctionne à ta sauce. Ok. Pour t'adresser à ta niche, mais prendre des formats qui marchent. Par exemple, nous, on a repris des formats micro-trottoirs. Voilà, classique, ça existe depuis 10 ans, mais sauf qu'on les a pris à notre sauce, en posant des questions qui parlent à notre communauté. Copier tout en innovant. Copier, donc moi je dirais s'inspirer. Non, mais c'est fine, c'est ça là. Mais copier en innovant. Exactement, donc copier en innovant. Ok. Il n'y a pas de. Est-ce que le physique est important? Le contenu est nouveau qui va plaire. Ok. C'est pas parce que ton projet est unique et que c'est une idée complètement nouvelle qu'elle va plaire. C'est si tu retravailles une idée qui existe déjà que tu auras plus de chances de et plaire. Au-delà de la forme, qu'est-ce qui plaît réellement? Par exemple, chez Extra Student, quand vous postez du contenu, c'est quoi les choses qui plaisent réellement? C'est que ceux qui postent le contenu ressemblent à ceux qui le reçoivent. Ok. Donc c'est d'être que le prescripteur authentique. Soit ressemble à celui qui va recevoir l'info. C'est hyper important aujourd'hui d'incarner, même dans ce qu'on est et dans ce qu'on représente, son audience. Donc que la personne puisse s'identifier à la personne. Par exemple, tu verras jamais, mais je te donne quelques exemples, tu verras jamais un média féministe créé par un homme. C'est drôle, ok. Ça doit exister, hein. Mais en tout cas, il se montrera pas. Tu verras jamais une créatrice de contenu
qui va parler, par exemple, d'un sujet très niche, ne pas incarner sa niche. Tu vois, il faut vraiment incarner le message, le combat qu'on essaie de mener. Souvent, aujourd'hui, les projets sont des combats. Ce sont des positionnements forts de société. Donc, c'est de l'humain qu'on veut. Ouais, un peu, ouais. Bon, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien, Jules? Franchement, 10, pas me plaindre. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Waouh, tellement pas, je suis riche à 3. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien d'entrepreneur t'apporte du sens dans ta vie perso? 20. Et à quel point ce même quotidien d'entrepreneur te demande de l'effort ou peut être difficile? Enfin, pareil. Et c'est ma dernière question qui s'y prête parfaitement, et je la pose de ouf en ce moment. Pour nos futurs enfants que je nous souhaite, pas ensemble, mais t'auras compris. Alors dit comme ça, c'était un peu chelou. Pourquoi on termine sur ça, Dame? C'est quoi la matière que tu penses qu'ils devraient avoir en primaire qui n'existe pas aujourd'hui? C'est toutes les matières qu'on a déjà, mais qu'on a foutues au second plan Genre quoi? sur le schéma scolaire, genre le théâtre, Okay. la musique et l'art. Théâtre, musique, art. Qu'on mette autant d'heures de théâtre que d'heures de français et de maths. Qu'on mette autant d'heures de... peut-être pas de musique, pardon, mais de sport. Et qu'on mette autant d'heures d'art. Parce que l'art, Okay. le sport et le théâtre, c'est l'expression orale, le sport, c'est la motricité. L'art, c'est l'expression de ce qu'on pense, de nos sentiments, de tout ce qu'on... Voilà, de tout ce qu'on pense. C'est extrêmement important en société. C'est dingue parce qu'on n'en parle pas dans le système éducatif, mais les trois que tu as cités, sport, art, chant, on les a, ces artistes en France ou les gens qui ont réussi, et même à l'international. Le théâtre, c'est tellement la base. Moi, j'ai fait du théâtre, c'est ce qui me permet d'être à l'aise face à un micro, face à une audience. Si j'ai pas fait de théâtre, je serais incapable. Mais même, c'est ce qui te permet peut-être de découvrir que, au-delà d'être à l'aise, tu prends du plaisir à communiquer un message. C'est pas, moi, je prends du plaisir, je suis pas juste là parce qu'il faut le faire. Exactement. Bon, bref, un grand merci. On a un petit peu croqué le temps, mais merci pour cette conversation. Merci beaucoup belle à toi, impro. Merci à vous de nous avoir En belle suivis. impro, ouais. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre, C'est clair. comme Jules nous le rappelle aujourd'hui. Et un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Je te laisse terminer avec un petit mini message face cam si tu veux leur dire quelque chose. Non, à toutes celles et ceux qui peuvent avoir soit mon âge, soit un peu plus jeune, voilà, ne doutez pas de vous, ne pensez pas que c'est fait pour les autres, juste essayez. Osez, ouais. Et bon, c'est assez commun comme message, mais quand même, c'est important de le répéter. Et sinon, comme l'a dit Yacine, à tous ceux qui entreprennent, parce qu'on sait ce que ça demande comme effort, merde, puis courage. Yes. Avec de l'enthousiasme. Ouais, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.